Pour moi, quand la Cour suprême ne reconnaît qu'un droit de sécession aux provinces, c'est encore une façon de manifester l'égalité des 10 provinces. Vous avez tous la même chose. Donc, c'est une façon, au fond, on pourrait dire, de nier l'existence d'une nation québécoise. Je vous soumets que nous avons deux défis. Au-delà de conquérir plus de 50% de la population, le premier, c'est de développer l'appartenance au Québec d'une population de plus en plus diverse. Mais en parallèle, nous devons travailler sur l'acceptation par la population de la légitimité du Québec et de la légitimité de l'indépendance du Québec. Moi, je préfère l'adage, l'école de celles et ceux qui disent que la politique, c'est l'art de rendre possible ce qui est nécessaire. Les Québécois et leurs intellectuels, ça fait pas toujours bon ménage. Là. Ils sont pas, à mon avis, assez fiers de leurs intellectuels comme on peut l'être en France ou dans d'autres pays européens. Je pense que les gens sont toujours impressionnés par ce nouveau lieu avec un café. Puis je pense que c'est un beau précédent qu'on connaît moins. Mais la pratique, vous savez, en Europe, là, les partis politiques, les mouvements politiques ont souvent leur café où se rassemblent leurs militants et leurs militantes. Et en Catalogne, moi j'ai vu ça au pays de Galles, au Pays basque aussi. Alors donc c'était une formidable initiative de faire de ce lieu un lieu de rassemblement, puis de nous permettre, dans ce cas-ci aux IPSO, d'être là, d'être accueillis par vous, puis de donc organiser notre événement pour commémorer notre 30e anniversaire. Là. Donc je vous remercie d'être là. Je veux saluer ma vice-présidente, Julie Guyot, là, qui travaille beaucoup pour les IPSO, ce que j'apprécie, qui est une de ses chevilles ouvrières. Et les IPSO, c'est aussi maintenant Pierre Paquette, qui est notre trésorier, qui a repris du service. Pierre, merci beaucoup, Pierre, d'être là. Et vous avez peut-être rencontré Guillaume Ringuette, qui est notre secrétaire général, qui est aussi donc maintenant quelqu'un qui donne du temps à nos IPSO. Puis, juste pour vous dire, depuis que j'ai pris la présidence, à la demande de Micheline Labelle, je nous rappelle à sa mémoire, parce qu'elle a joué un rôle tellement déterminant dans la vie des IPSO avant son départ trop prématuré pour beaucoup d'entre nous. On a recruté des nouvelles personnes aux IPSO, et puis c'est comme des jeunes personnes. Là, il y a Joël Bégin, qui est un écrivain de Trois-Rivières, de Mauricie, qui s'est jointe à nous. Justine Grenier, une étudiante de maîtrise à l'Université d'Ottawa. Et qui encore? Et Stéphanie, notre recrue, Stéphanie Salagan, qui se joint à nous maintenant. Alors donc, on a renouvelé notre conseil, puis on a des activités qui sont prévues pour les prochains mois, alors donc on vous en tiendra informé. Mais on tenait beaucoup à souligner le 30e anniversaire de naissance des IPSO. Puis, comme vous l'avez peut-être lu ce matin, pas dans l'édition papier, nous autres, on aime bien, en tout cas, moi, j'aime bien les éditions papier, puis on nous avait annoncé que notre article, il serait aussi publié dans l'édition papier, mais là, il s'est retrouvé seulement sur les plateformes numériques, mais on comprend que sont peut-être lus davantage maintenant, les plateformes numériques, que les versions imprimées. Mais on a fait un article pour dire, nous, on trouve ça important de souligner le 30e anniversaire des IPSO parce que, en définitive, on est la dernière ou la seule organisation qui faisait partie de cette coalition des partenaires pour la souveraineté qui existe encore. Il y en a d'autres qui sont nés depuis ou qui ont pris la relève par Oui Québec, par exemple, du Conseil de la souveraineté. Mais, tu sais, il y avait des avocats pour la souveraineté, il y avait des économistes pour la souveraineté, il y avait les artistes pour la souveraineté, les as, rappelez-vous, les as. Les religieuses et les religieux pour la souveraineté. Il y avait, je pense, même les pompiers pour la souveraineté. Il y avait une série de catégories, de groupes qui s'étaient créés.
en vue, en prévision du référendum de 95. Mais les intellectuels par souveraineté ont duré, sont dans la durée, puis ça fait déjà 30 ans. Alors, et juste pour l'illustrer, si vous ne l'avez pas fait, vous y regardez en sortant ici, vous pouvez le faire en entrée, mais j'ai mis d'abord le bel article qui avait été publié au lendemain de... Est-ce qu'il est là? Et où on s'était un peu moqué de nous, là. Un peu moqué de nous. On s'était surtout moqué de Michel. Geneviève est aussi sur la photo, Geneviève Sicotte, la conjointe de Michel. Et on se l'était peut-être attiré, là. On avait fait ça à l'Express. Puis on avait fait venir les journalistes à l'Express. C'était peut-être pas l'endroit qui était c'est peut-être l'endroit qui amenait les journalistes à vouloir un peu se moquer de nous. Puis ils l'ont fait allègrement dans cet article de Konrad Jakubowski, qui est encore chroniqueur au Devoir. Là. Je pense que c'est du Trissac. Non, c'est Jakubowski, le journaliste du Globe and Mail, là, mais qui est encore chroniqueur au Devoir, qui était journaliste au Devoir à l'époque. Alors, donc, l'idée, c'est... Puis vous allez peut-être aussi essayer de voir si votre nom y est, là, ou en tout cas certains d'entre nous qui étions nés, puis qui étaient des intellectuels à l'époque. On avait quelques semaines avant le référendum, le 17 septembre, acheté une page de la presse. Je ne me rappelle plus combien ça a coûté, là, mais ça a dû coûter cher. Puis aujourd'hui, ça coûterait très cher. Puis peut-être qu'on ne le ferait pas, là. On utiliserait des plateformes électroniques. On avait réussi à rassembler 300 intellectuels qui avaient signé dans cette page, puis pour dire aux gens, votez oui. C'est le 31 octobre, là, c'est dans 43 jours. S'il vous plaît, votez oui. Puis nous, on vote oui. Et ça avait eu un impact, parce qu'il y a beaucoup de collègues qui étaient sortis du placard. On ne savait pas qu'ils étaient indépendantistes, puis là, on l'apprenait, puis on était contents, puis ça a eu un impact sur d'autres collègues qui ont probablement voté oui, parce qu'on avait mis ça dans le journal. On était fiers à l'époque, puis on avait fait un manifeste qui avait été signé par 100 collègues, puis les signataires comptaient quelqu'un qui est encore avec nous, Guy Rocher, mais il y avait Jacques-Yvan Morin, puis il y avait Kai Nielsen, Jocelyne Couture. Alors, donc, moi, je pensais que ça valait la peine de souligner l'événement, puis souligner l'événement en invitant le premier président des IPSO, Michel Seymour. J'étais son secrétaire général à l'époque, puis il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts. Les IPSO on fait quand même des choses intéressantes, utiles. Vous avez vu, on a publié au moins 4 ouvrages collectifs, là, en commençant par ce manifeste avec 12 textes sur l'avenir du Québec. Il y a eu un ouvrage qui avait été dirigé par Gilbert Paquette, Ercilio. Et Michel Sarabonnet, c'est le premier. Et ensuite, il y a eu cet autre ouvrage sur donner sens à l'indépendance aussi, et Couture. Et le dernier, 2020, c'est quand même il n'y a pas si longtemps, c'est un numéro spécial de l'Action nationale qui portait. Donc, durant toutes ces décennies, les IPSO ont publié des ouvrages collectifs, puis des lettres d'opinion, puis il y a eu des périodes plus actives que d'autres, mais toujours occuper un certain espace pour rappeler que, tu sais, on a un rôle dans la société, les intellectuels. Puis des fois, les Québécois et leurs intellectuels, ça fait pas toujours bon ménage, là. Tu sais, ils sont pas, à mon avis, assez fiers de leurs intellectuels comme on peut l'être en France ou dans d'autres pays européens. Mais c'est pour ça, il faut continuer de prendre notre place, puis il faut continuer de militer pour l'indépendance, comme on le fait depuis 30 ans, puis d'avoir des idées, juste pour vous donner quelques idées pour l'avenir. Moi, là, je veux qu'on publie, soit qu'on prenne une page complète là, pour dire au monde de voter pour des partis indépendantistes là, avant le 6 octobre prochain. Et après, de voter oui aussi. Donc, ça va prendre un travail de mobilisation comme celui qu'on a fait dans les années passées. Mais il va y avoir d'autres contributions au débat public d'ici là. Puis j'espère que nos intellectuels vont vraiment prendre la plume. On a des projets pour souligner le 30 octobre, les 30 ans du référendum. Puis
d'autres soirées débats, des journées des IPSO. Alors, donc, je vous remercie d'être là pour témoigner de ce 30e anniversaire, remercier mes collègues qui participent à l'organisation de l'événement. Et je veux donner la parole à Étienne Alexis Boucher, qui est le directeur général de droit collectif Québec. Puis je me disais, s'il y a une conférence sur les droits collectifs et le Québec et le peuple québécois, les droits collectifs, il faut que le directeur général de droits collectifs soit des nôtres et qu'il puisse prendre la parole pour parler des droits collectifs et un peu de ce que fait cet organisme aussi. Alors, à toi la parole, Étienne Alexis. Merci. Merci beaucoup, professeur Turp. Comme je lui disais en m'en venant, à l'école, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut d'abord avant tout lire la question, puis y répondre à la question, et pas répondre ce qu'on a envie de répondre. Il m'a donné 2 minutes, alors je vais rester dans 2 minutes, j'aurai pas le temps de vous expliquer tout ce qu'on fait. Simplement vous dire que, évidemment, saluer Daniel, merci beaucoup pour l'invitation. Monsieur Michel Seymour, conférencier invité, j'ai très hâte de vous entendre. Chers amis, j'ai accepté, c'est pour moi un grand honneur de vous saluer au 30e anniversaire des intellectuels pour la souveraineté du Québec. Un honneur, puis un peu une surprise, parce que je me suis jamais vraiment, défini comme intellectuel. Tu sais, je me vois plutôt comme un praticien, quelqu'un qui aime relever le défi de prendre une idée et de la concrétiser, de lui donner corps, afin qu'elle puisse devenir véritablement une agente de transformation sociale. C'est encore les idées qui mènent le monde, mais à un moment donné, il faut juste comme les réaliser, les concrétiser, leur donner corps. Même si ça veut dire de rentrer un rond dans un carré. Vous savez, il y a certaines qui disent que la politique, c'est l'art du possible. Moi, je préfère l'adage, l'école de celles et ceux qui disent que la politique, c'est l'art de rendre possible ce qui est nécessaire. C'est un peu ça, Droit collectif Québec. Face à l'importance qu'ont les tribunaux dans la définition du vivre ensemble, au Québec comme au Canada, alors qu'on a des institutions d'inspiration britannique, face à... Attendez, là, excusez-moi. OK, donc, face à ce défi-là, face aussi à l'idée, la nécessité de structurer le volet juridique du combat national, alors que j'avais été inspiré, je pense à André Jolicoeur, qui a été arraché l'obligation du fédéral de négocier dans le dossier de la sécession du Québec. Je pense bien évidemment à Maître Laporte, qui devait être là aujourd'hui, qui a défendu la loi 99 aux côtés du procureur général. Je pense à Daniel Turp, qui a poursuivi l'État fédéral pour ne pas respecter Kyoto, pour avoir vendu des armes à l'Arabie saoudite. Toutes des initiatives ponctuelles, individuelles, mais qui se sont révélées essentielles puisqu'elles répondaient aux intérêts supérieurs de l'État québécois. Droit collectif, dans le fond, c'est l'idée d'avoir une structure pérenne, à l'abri des aléas électoraux, puis un peu sur laquelle peuvent se reposer des initiatives individuelles, mais qui ne dépend pas d'elle-même, alors que c'est sa mission première. Défendre les droits collectifs des Québécoises et des Québécois. Pourquoi, me direz-vous? Parce que on s'est quand même doté collectivement d'une capacité à défendre nos lois par l'entremise de l'État québécois. Puis vous avez raison. Quand Henri Brun défend les lois québécoises, ça va bien. Quand le procureur général du Québec, est nommé par un premier ministre qui ressemble aux premiers ministres, par exemple, qui ont régné au Québec entre 2003 et 2018, sauf exception, il y a un peu de slack dans poulie dans la défense des lois québécoises. Droit collectif, c'est la capacité qu'a désormais la société civile de défendre ses lois, de défendre ses droits collectifs. Et pourquoi? Parce qu'un jour, j'espère, j'en suis convaincu, la nation québécoise va s'appuyer sur le droit collectif le plus fondamental, le droit duquel découle l'ensemble des autres droits collectifs, le droit à l'autodétermination, pour enfin choisir la liberté. Vive le Québec! Vive les IPSO. Merci. Oui, très rapidement, pour vous souhaiter encore une fois officiellement la bienvenue au siège social du Mouvement national des Québécois, qui est aussi la maison de la société Action Bleue, qui distribue des drapeaux, du matériel de pavoisement à travers le Québec. D'ailleurs, c'est ce que nous faisions aujourd'hui, remplir des camions, nous promener à travers Montréal pour aller distribuer des drapeaux, des banderoles, la fête nationale approchant à grands pas. C'est aussi la maison de l'Institut de la recherche du Québec,
organisation très active, qui a maintenant un conseil d'administration autonome et qui déploie ses activités. On parlait tout à l'heure de lancement de livres, mais il y a aussi d'autres recherches qui ont cours. C'est aussi un lieu d'influence politique. Nous sommes très fiers d'avoir vu à la création de cet institut de recherche il y a 20 ans. Nous dirons bientôt que c'est aussi la maison des Oui Québec. Nous sommes en négociation pour un bail pour les amener dans ce lieu qui est sur Saint-Hubert, qui est visible au public, qui est attrayant. Les gens ont envie de rentrer. Peut-être que vous avez vu ça tout à l'heure parce que vous ouvriez la porte. Et donc, ça va leur donner, s'ils acceptent, si on arrive à une entente, la capacité de déployer davantage leurs ailes. Tout ceci a des odeurs de début des années 90. Je dois dire que j'y étais à l'époque comme leader étudiant, président de la Fédération étudiante collégiale du Québec, où je fréquentais le Mouvement Québec et donc le Mouvement national des Québécois qui, avec les syndicats, constituait cette belle coalition coalition souverainiste. Et oui, je me souviens que les IPSO étaient effectivement de la partie. C'est dire que les décennies passent et nous nous retrouvons toujours. Je suis quand même content de ne pas reconnaître tout le monde. Hein, quand on rentre dans une salle et qu'on reconnaît tout le monde, et parfois on se dit « Ah, est-ce qu'on avance ou est-ce que… » Non, bien, bienvenue, donc, toutes ces personnes que j'aurai peut-être l'occasion de vous discuter avec vous tout à l'heure. Donc, bienvenue en ce lieu. Nous espérons que les années qui viennent seront l'occasion, je dis les années, mais disons les prochains mois, de poursuivre une réflexion importante sur la réalisation de la souveraineté effective. Puis je veux saluer le travail de l'Action nationale à cet effet. L'Action nationale qui fait un travail essentiel de réflexion, de coucher sur papier là, des faits réels, des questions réelles. Tous n'ont pas à le lire, mais les gens qui comptent doivent s'abonner, doivent lire l'Action nationale. Là, je vous invite à le faire. Les partis politiques doivent être sérieux, préparer l'indépendance, et des organisations comme le MNQ également. Et je veux vous dire que depuis notre Assemblée générale de mars dernier, nous avons un plan d'action qui, pour la première fois depuis de nombreuses années, intègre la question de la promotion de l'indépendance, ainsi que diverses actions susceptibles de nous permettre de nous y rendre et, nous y rendant, gagnant le référendum, également de le réaliser. Ceci peut nous entraîner à poser des gestes surprenants. Je vous soumets que nous avons 2 défis. Au-delà de conquérir plus de 50 % de la population, nous avons 2 défis. Le premier, c'est de développer l'appartenance au Québec d'une population de plus en plus diverse. Nous allons travailler sur ce point d'ici le référendum. Mais en parallèle, nous devons travailler sur l'acceptation par la population de la légitimité du Québec et de la légitimité de l'indépendance du Québec. Nous pouvons gagner à travers les divisions, les tensions, des dossiers qui vont cliver. Et peut-être que c'est comme ça qu'on gagnera. Je ne sais pas. Je ne maîtrise pas. Ce ne sera pas moi qui prendrai ces décisions-là. Mais dans tous les cas, au lendemain d'un référendum gagnant, ce que nous voudrons, c'est que les gens qui votent non acceptent le résultat. Et ça se prépare maintenant. C'est le travail que se propose de faire le Mouvement national des Québécois. Merci. Alors, juste un petit mot pour la suite des choses. Alors, Michel va nous faire une belle présentation. Notre vice-présidente va la remercier. Puis ensuite, il va y avoir un vin de l'amitié. On a déjà commencé à consommer, mais il en reste encore. Alors, donc, Michel Seymour. Michel Seymour, vous le connaissez. Moi, je l'appelle toujours le philosophe de la nation. C'est notre philosophe de la nation, un grand philosophe. Les gens le connaissent moins comme philosophe du langage. Sa thèse portait là-dessus. Il a beaucoup publié sur la philosophie du langage. On le connaît surtout dans nos milieux comme
ayant fait de la philosophie politique, de s'étant intéressé à la nation, au droit à l'autodétermination, des publications multiples. Il a son site Internet, maintenant un très beau site Internet où vous pouvez avoir accès à tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a écrit. Professeur honoraire de l'Université de Montréal et le premier secrétaire général des IPSO. Merci encore, Michel, d'avoir accepté notre invitation. Puis je t'invite à nous parler du peuple québécois et de ses droits collectifs. Merci beaucoup, Daniel. Ben alors, merci, Daniel. Ça me fait plaisir d'être ici et de célébrer avec vous le 30e anniversaire du regroupement des intellectuels pour la souveraineté. C'était effectivement, dans le fond, du restaurant L'Express que nous nous sommes retrouvés. Alors moi, je tiens à avoir un minutage adéquat, donc je repars à zéro. Voilà. Pour ne pas dépasser le temps qui m'est imparti. Je veux vous parler des droits collectifs du peuple québécois, mais même si je suis à la retraite depuis 2019, j'ai des réflexes de personnes qui fait de la didactique et pas simplement de la prise de position politique. Alors, je vais être dans une sorte de réflexion sur les droits collectifs. Et pour justifier l'existence de droits collectifs, il faut faire référence à un sujet de droit collectif qui est particulier. On n'a pas que des individus, on a des groupes. Et c'est parce qu'on a des groupes qu'on a des droits collectifs. Et en l'occurrence, le droit collectif le plus important, c'est le droit collectif à l'autodétermination. Et dans le droit international, ce droit est possédé par les peuples. Ce sont les peuples qui ont le droit à l'autodétermination. Alors, je veux commencer par parler du peuple, de ce qu'est un peuple. Et là, je vais me livrer à une sorte de dialogue socratique en faisant intervenir des objections auxquelles je vais essayer de répondre. Pour aboutir à une réflexion sur le droit à l'autodétermination, parler des droits collectifs québécois qui sont brimés à l'intérieur du Canada et compléter par quelques mots sur le droit de se donner la constitution de son choix. Alors, vu que dans le droit international, il est question des peuples, et des peuples comme sujet de droit collectif, alors pour clarifier la notion de peuple, il est utile de se rapporter dans un premier temps au droit international. L'auteur James Summers dit à ce sujet, « Le concept de peuple est notoirement indéfini en droit international. Les peuples tendent à être considérés comme des groupes nationaux possédant certaines caractéristiques nationales. C'est le cas à la fois dans l'usage familier du terme et dans l'usage du droit international. Mais la question de savoir quelles sont ces caractéristiques nationales n'est pas tranchée. Et on peut comprendre pourquoi il en est ainsi, parce qu'il existe plusieurs caractérisations possibles de ce qu'est un sujet de droit et de ce qu'est un peuple. Est-ce que c'est quelque chose de fictionnel ou de réel? Est-ce que c'est une simple association d'individus ou un organisme collectif? Est-ce que c'est ethnique ou civique? Est-ce que c'est la population entière d'un État souverain ou une partie de la population? Ces débats-là existent depuis très longtemps, alors on est en difficulté pour savoir comment caractériser la notion de peuple. Alors, à ce sujet, je pense qu'on doit tout d'abord constater qu'il en va de même des personnes. Il existe aussi plusieurs caractérisations philosophiques et métaphysiques de ce qu'est une personne. On ne sait pas vraiment c'est quoi. Il y a des débats depuis au moins Platon sur ce qu'est une personne. Va-t-on adhérer à des théories matérialistes, dualistes, animalistes ou narrativistes de la personne? Il y a plein d'autres théories. Et les gens ne s'entendent pas sur ce qu'est une personne en soi. Il est difficile de déterminer à partir de quel moment un être devient une personne, à partir de quel moment un être cesse d'être une personne. Donc le concept de personne est affecté d'une même indétermination. Et pourtant, nous n'hésitons pas à attribuer des droits individuels aux personnes. Comment ça se fait? Bien, c'est peut-être parce que nous adhérons à une conception politique de la personne, c'est-à-dire une conception de la personne telle qu'elle se présente dans l'espace politique. Peu importe ce qu'est la personne en soi,
la personne dans l'espace politique prend la forme d'un citoyen. Et c'est en tant que citoyen qu'il est sujet de droit individuel. Eh bien, on devrait adopter peut-être une même stratégie pour les peuples. Les peuples, peu importe ce qu'ils sont en soi, dans l'espace politique, prennent la forme de société. Et là, ici, le mot « société » doit être clarifié. Il s'agit d'un complexe institutionnel, pas une institution particulière, un ensemble d'institutions qui ont un caractère public, ce n'est pas des sociétés privées, qui est communément partagé au sens où tout le monde y a accès et qui forment un tout. Alors ça, c'est la façon par laquelle un peuple entre dans l'espace politique, il forme une société. Cependant, c'est trop vague et c'est pas suffisant, bien sûr, et la raison est que, notamment, les villes peuvent constituer des sociétés, et nous avons, au début du 20e siècle, la Société des Nations, et on comprend que le terme « société » peut avoir aussi une portée internationale. Et on s'intéresse à une société qui aurait un caractère national. Alors, comment caractériser une société dans son caractère national? Eh bien, c'est le sujet de la première partie de mon plus récent bouquin, Nation et autodétermination au 21e siècle, où j'aboutis à une caractérisation. Puis aujourd'hui, je vais aussi essayer d'y aller par un chemin un peu plus court, puisque c'est au 6e chapitre seulement que j'arrive à des conclusions. Mais alors, on a le problème de savoir qu'est-ce qui fait qu'un peuple, en tant que société, a un caractère national. Alors, examinons un premier critique. Karl Deutsch va dire une nation, puisque c'est de cela dont il est question, c'est un groupe de personnes unies par une erreur commune au sujet de leurs ancêtres et une aversion commune pour leurs voisins. Cette caractérisation est passablement baveuse et il faut y répondre. L'idée ici, une erreur commune au sujet de leurs ancêtres, c'est l'idée que toute nation impliquerait le partage d'une origine ancestrale commune. Alors, qu'est-ce qu'on répond à Deutsch? Deux choses. La première, c'est qu'il y a plein de peuples qui se vantent d'être multi-ethniques. Donc, c'est pas vrai que toute nation ses membres prétendent avoir la même origine ancestrale. La plupart des sociétés, le melting pot américain, le multiculturalisme canadien, la République française, et ainsi de suite, prétendent qu'ils sont multi-ethniques dans leur composition. Donc, il n'y a pas toujours, contrairement à ce que Deutsch dit, la prétention d'une origine ancestrale commune. Mais il y a aussi, et c'est la deuxième réponse que je ferai à Deutsch, il existe des uncontacted tribes, des peuples qui ont obtenu et réclamé le statut de peuple séparé de tout autre peuple, et ils vivent séparément du reste du monde depuis très longtemps. Et dans leur cas, prétendre qu'ils partagent une même origine ancestrale, ça peut être vrai. Alors donc, c'est une autre réponse qu'on peut faire à Deutsch. Donc, on neutralise une boutade malicieuse, mais on a quand même, et je dois le reconnaître, la tâche de dire en quoi une société peut devenir nationale. Là, ici, on avance un peu, parce que Rogers Brubaker dit « D'accord, il y a des gens qui partagent une même ethnicité, c'est vrai, mais on n'a pas besoin de postuler des groupes. » Il critique ce qu'il appelle le groupisme, c'est-à-dire la propension d'affirmer l'existence de groupes formant des tout. On n'a pas besoin de ça, on a juste des individus qui pourraient partager la même ethnicité. Il va écrire « Repenser l'ethnicité, la race et l'appartenance à une nation, comprendre la réalité de la race, par exemple, ne nous oblige pas à postuler l'existence de race. Hein? Il faut, selon lui, éviter le groupisme analytique, c'est-à-dire la tendance à traiter les groupes ethniques comme des entités substantielles auxquelles on peut attribuer des intérêts et une action. » Donc, il refuse l'idée qu'il y ait des groupes. Qu'est-ce qu'on répond à Brubaker? Encore là, deux réponses. Quand on adopte la stratégie qui est celle que je propose, qui est de traiter les peuples, peu importe ce qu'ils sont en soi, dans l'espace public comme formant une société, c'est-à-dire un complexe institutionnel, eh bien, nier l'existence des peuples ainsi compris, c'est nier l'existence des sociétés. Et là, ça rapproche Brubaker de Margaret Thatcher. Et je suppose qu'il n'aimerait pas s'y associer. Et alors, donc,
quand il ne peut pas servir la critique que les groupes n'existent pas lorsqu'ils ont la forme de société nationale. Ils ne peuvent pas les critiquer parce que critiquer les peuples et les nations de cette manière, c'est critiquer l'existence de sociétés. Alors ça, c'est ma première réponse. Et ma deuxième réponse, c'est que Brubaker, comme plein d'Américains, pense le monde à partir du prisme américain. Aux États-Unis, il y a des enjeux de genre, il y a des enjeux de classe sociale, puis il y a des enjeux de race. Et tout ce qui relève de l'ethnicité et de la nation est perçu à partir de la race. Et donc, on est soit pour ou soit contre le suprémacisme blanc à l'égard des Noirs, des Autochtones, des Latinos, des Asiatiques, des musulmans. Et tout est une question de race. Alors, si Brubaker nie l'existence des groupes ethniques et des nations, c'est parce qu'il les traite comme des races. Et c'est vrai, les races n'existent pas. Des individus de couleur X peuvent comporter plus de ressemblance génétique avec des individus de couleur Y que de ressemblance avec d'autres individus de couleur X. Donc, il y a des raisons de penser que les races n'existent pas. Mais les groupes ethniques et les nations ne sont pas à penser de la même façon. Et si lui le fait, c'est parce qu'il a la perspective ethnocentrique américaine, à mon avis, et c'est la deuxième réponse à sa position. On progresse encore avec Walker Connor, parce que Walker Connor dit, oui, d'accord, les groupes ethniques existent. Alors, il admet l'existence des groupes, mais des groupes ethniques. Sauf que, pour lui, les nations sont subjectives. Alors, je le cite, un groupe ethnique peut facilement être discerné par un anthropologue ou un autre observateur extérieur. Mais tant que ses membres ne sont pas eux-mêmes conscients de la spécificité du groupe, il s'agit simplement d'un groupe ethnique et non d'une nation. Si un groupe ethnique peut donc être défini par d'autres, la nation, elle, doit être définie par soi-même. Et il va ajouter, l'essence d'une nation, comme nous l'avons déjà noté, c'est une question d'auto-représentation ou de conscience de soi. Et là, il faut clarifier cette position-là. Ce n'est pas que purement subjectif. Connor a raison de souligner qu'il y a une composante auto-représentationnelle à la nation. Il n'y a pas de nation sans conscience nationale. Donc, il y a une dimension auto-représentationnelle, mais la présence de cette composante subjective ne fait pas de la nation une entité purement subjective, n'ayant aucune portée objective. Parce que le peuple peut former un complexe institutionnel réel, même si ça va de pair avec le fait que les populations se représentent comme appartenant à ce complexe institutionnel. Le peuple peut donc avoir un statut hybride. Il n'existe pas sans nous, indépendamment de nous, mais il existe quand même institutionnellement. OK? Bien, ceux qui disent que les nations, ça n'existe pas, c'est des idées dans la tête des gens, c'est purement subjectif, comme Ernest Gellner le prétend, ce sont des constructions idéologiques. Très souvent, ils se rabattent sur Benedict Anderson, qui semble l'avoir démontré. Dans son livre intitulé en français « L'imaginaire national ». En anglais, c'est « Imagined Communities ». Et c'est pas trivial, ça, parce que l'imaginaire national laisse entendre que la nation relève ayant un statut imaginaire. Alors que imaginer, ça veut dire peut-être qu'on imagine comment le monde réel, la nation est. Hein? On peut se faire une représentation de la nation telle qu'elle se présente de manière plus large que dans la perspective qui est la nôtre. Moi, je vois des gens qui demeurent dans mon coin, mais je n'ai jamais pu voir tous les membres de la nation québécoise. Et je n'ai pas fait tout le territoire québécois. On a besoin d'imagination pour se représenter une chose qui existe indépendamment de nous. Alors, d'ailleurs, quand on regarde la version anglaise, « imagine » vient 2 fois, alors que dans la version française, on laisse entendre que c'est une communauté politique imaginaire, alors que la version anglaise dit qu'elle est imaginée, et ce n'est pas la même chose. Mais quand même, est-ce qu'on doit dire que la position de Anderson, c'est que c'est une sorte de fiction? Bien, Anderson répond à cette question. Il dit, mon point de départ, c'est que la nationalité ou l'état de nation, aussi bien que le nationalisme, sont des artefacts culturels. Ce ne sont pas de pure fiction, ce sont des artefacts culturels. Et j'ose affirmer bien humblement
que les artefacts culturels existent. Je ne sais pas si c'est trop audacieux, mais quand un sculpteur, avec un morceau de glaise, fait une statue, la statue de glaise est un artefact culturel. Et cet artefact culturel n'est pas qu'un morceau de glaise, c'est quelque chose d'autre. Les artefacts culturels existent. Et même les fictions écrites sont des artefacts culturels. Alors, au lieu de dire que les nations, c'est des fictions, il faut dire que les fictions sont des artefacts culturels comme la nation. Alors, c'est bien beau, ces réponses-là, ça neutralise des objections, mais on a quand même la tâche de dire en quoi consiste un peuple en tant que complexe institutionnel formant une société qui, en tant que nationale, est un artefact culturel. Bien, il faut en dire plus pour avancer dans notre débat. Quels sont les éléments qui entrent possiblement de manière diversifiée dans la composition de cet artefact culturel? Bien, ça peut être le recours à l'origine ancestrale, ça peut être la langue, ça peut être des institutions, ça peut être l'histoire, ça peut être le territoire, l'organisation politique, un amalgame de ces différentes notions de différentes façons, et une population qui se représente comme entrant dans ce complexe institutionnel formé de langue, institution, histoire, territoire et organisation politique. Et là, on peut alors s'appuyer sur un auteur comme John Stuart Mill qui va justement élaborer ce point de vue. Il va nous dire on peut dire qu'une partie de l'humanité constitue une nationalité si elle est unie entre elles par des sympathies communes qui n'existent pas entre elles et les autres, qui la font coopérer plus volontiers qu'avec d'autres personnes, désirer être sous le même gouvernement et désirer que ce gouvernement soit exclusivement le sien. Ce sentiment de nationalité peut être généré par différentes causes. Il est parfois l'effet d'une identité de race et d'ascendance, de langue, de limites géographiques, mais aussi de la possession d'une histoire nationale. Et là, on a un peu cette même idée des différentes composantes qui constituent le caractère culturel d'une société nationale. Et alors, on pense qu'on a enfin trouvé notre définition. Une société, entendue au sens politique de complexe institutionnel communément partagé, et comprise comme un artefact culturel, est nationale si et seulement si. Alors les philosophes aiment ça dans ce temps-là, quand on arrive avec une définition comme ça. Sa population entière partage de fait et se représente comme partageant une langue publique commune au sein d'institutions publiques communes, qui sont celles dans lesquelles la langue publique commune est principalement parlée, qui sont inscrites dans une histoire publique commune qui est l'histoire des institutions communes, sur un territoire communément partagé et disposant d'une organisation politique publique commune. Voilà notre définition. Est-ce exact? Peut-être qu'on va être déçu parce que Georgi Frunda, rapporteur de la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, écrit « Dans l'étude du concept de nation et de son utilisation en Europe, la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, se basant d'une part sur les données recueillies auprès de 35 délégations parlementaires nationales qui ont répondu à un questionnaire, et d'autre part, sur les interventions d'experts juristes et politologues qui ont participé à une audition qu'elle a organisée à Berlin le 7 juin 2004, a conclu à la difficulté, voire à l'impossibilité de donner une définition commune du concept de nation. » Alors, là, ici, on se sent coincé légèrement. Et je ne vois pas comment, moi, modeste philosophe, même si c'est de la nation, je peux contrer une telle approche. Alors, que faire? Au lieu de présenter quelque chose qui est en opposition à ce qui est dit, je veux sauter à pieds joints sur ce qui est dit. Il n'existe pas de conception unique de la nation. Merci beaucoup, parce que je défends depuis je ne sais trop combien d'années le fait qu'il y a plusieurs sortes de nations.
je veux développer une conception pluraliste. C'est au chapitre 6 de mon livre. Si aucune définition commune n'est possible, c'est parce qu'il existe plusieurs peuples formant différentes nations. Alors, on peut encore explorer jusqu'à un certain point la notion de personne politique et la notion de peuple politique. Il n'y a pas seulement des citoyens qui sont des personnes au sens politique. Il y a des résidents permanents. Il y a des réfugiés. Il y a des immigrants reçus. Ce sont des sortes de personnes au sens politique. Eh bien, de la même manière, il existe des sociétés disposant d'un État souverain, comme la Grande-Bretagne, l'Espagne et la France, par exemple. Il y a des sociétés jouissant d'une autonomie gouvernementale non souveraine, Écosse, Catalogne, Québec, Flandre, Corse, Nunavut. Et des sociétés ayant une identité institutionnelle sans aucune institution gouvernementale autonome, comme c'est le cas pour de nombreux peuples autochtones. Donc, il y a, de la même manière que pour les personnes, des peuples qui ont pas exactement, sont pas dans la même situation et qui sont des sortes différentes de peuples. Et c'est ça, au chapitre 6 de mon livre, j'ai introduit 7 sortes de peuples. On ne va pas entrer dans le détail, ce serait un rabbit hole, mais il y a des peuples ethniques au sens où ils partageraient vraiment une origine ancestrale commune. Et il y a au moins les tribus sans contact qui seraient concernées. Il y a des nations qui seraient culturelles et donc multi-ethniques, mais qui n'auraient pas de gouvernement autonome. Les Métis, les Sahraouis, les Acadiens. Il y aurait des nations sociopolitiques qui ont un gouvernement autonome, non souverain. Québec, Catalogne, Pays Basque, Pays de Galles, Flandre, Corse, etc. Il y aurait des peuples dits civiques, disposant de la souveraineté étatique, mais sur le territoire desquels il n'y a pas de peuple sans État. La Corée, l'Islande et le Portugal. Mais il y a aussi des peuples multisociétaux qui contiennent des peuples non souverains sur leur territoire. L'Espagne, la Belgique, le Canada, la Grande-Bretagne. Des peuples multiterritoriaux étalés de façon continue sur plusieurs territoires, comme les Kurdes ou les Mohawks d'Akwesasne. Et des peuples diasporiques, comme les Juifs ashkénazes avant la création d'Israël et actuellement les Roms. Alors ça, c'est différentes sortes de peuples. Et je pense qu'il faut s'ouvrir à cette diversité. Mais une dernière objection va être examinée. Il y en a beaucoup d'autres. Mais je vais en examiner rapidement une autre. Par exemple, Jeremy Bentham, il n'y a pas d'individus, il n'y a que des individus ayant leurs intérêts. La communauté, c'est un corps imaginaire. Pourquoi? Parce que l'intérêt de la communauté, ça n'est rien d'autre que la somme des intérêts des différents membres qui la composent. Alors donc, c'est une raison pour laquelle il n'y aurait pas de nation et que ça resterait une chose imaginaire. La postulation d'intérêt propre au peuple peut aussi être critiquée à partir d'une perspective marxiste. On a souvent dit qu'être nationaliste, dans une perspective marxiste, c'est cacher les intérêts de classe de la bourgeoisie. Et donc, on critique l'idée qu'il y a une nation qui ait elle-même des intérêts en propre. Moi, je pense que même s'il y a des luttes de classe à l'intérieur d'une société, parfois, la société peut, ensemble, avoir aussi des intérêts en commun. Considérez, par exemple, à notre époque, avec la concentration du capital dans les mains d'un petit groupe de 1/10 de 1% d'oligarques apatrides. C'est les peuples entiers qui sont face à eux. Et les peuples entiers ont donc des intérêts communément partagés, même si à l'intérieur de chaque peuple, il y a des luttes de classe qui se déploient. Ces peuples peuvent avoir des intérêts en commun par rapport à ces riches oligarques apatrides. Les peuples d'Amérique latine avaient beau avoir des tensions internes, pouvaient se retrouver ensemble face à l'impérialisme américain. Et les 15 peuples d'Afrique sont sous l'égide d'un néocolonialisme français à cause du maintien du franc CFA, peuvent, malgré leurs débats internes, avoir aussi en plus des intérêts communément partagés. C'est la réponse que je ferai donc à Jeremy Bentham et aux auteurs marxistes. Alors,
On va arrêter là les objections parce qu'il y en a une foule d'autres. Je les invoque pas. Ce que je trouve intéressant dans l'approche, et là je tombe du côté du droit à l'autodétermination, c'est quand on conçoit le peuple de manière politique comme un complexe institutionnel, si on admet que les peuples ont le droit d'exister, alors ils ont automatiquement le droit de développer leur complexe institutionnel. Et donc, ils ont le droit de développer leurs institutions culturelles, sociales, économiques et politiques. Mais ce droit-là, c'est le droit à l'autodétermination. Alors, avec la caractérisation politique que nous faisons du peuple, le seul ajout d'une nouvelle prémisse, à savoir les peuples ont le droit d'exister, nous permet d'inférer et de montrer le caractère inhérent du droit à l'autodétermination pour les peuples, parce que admettre qu'ils ont le droit d'exister, c'est admettre qu'ils peuvent développer leur complexe institutionnel et développer donc leurs institutions économiques, sociales, culturelles et politiques, ce qui revient à l'autodétermination. Mais il y a une différence à faire entre l'autodétermination interne et l'autodétermination externe. Et là, j'y vais de manière très schématique, mais on entre un peu, en quelque sorte, dans la deuxième partie de mon livre. L'autodétermination interne, j'en donne ici des modalités pour illustrer de quoi il s'agit. Hein? En gros, c'est se développer à l'intérieur d'un État souverain. À disposer d'une représentation politique, la Cour suprême n'admet que ça comme forme d'autodétermination interne, ce qui est invraisemblable. Mais dès lors que le peuple est représenté dans les institutions souveraines, il se trouve qu'il a une certaine forme d'autodétermination interne. S'il dispose d'un gouvernement autonome, c'est une autre manière. S'il participe à la conversation constitutionnelle, c'est aussi encore une autre façon. S'il se donne la constitution de son choix, c'est encore une autre façon. Et s'il parvient à faire amender la constitution de l'État souverain de telle sorte qu'elle incorpore la constitution interne que le peuple s'est donnée, c'est encore une autre façon de réaliser, d'exercer son droit à l'autodétermination interne. Le droit à l'autodétermination externe, habituellement, on en retient surtout deux sortes. Et dans mon livre, j'en introduis une troisième sorte. C'est, d'une manière la plus générale possible, le droit de déterminer quel est son État souverain. Mais ça peut se faire par différentes modalités. Par la sécession, bien sûr, c'est dans ce cas-ci violer l'intégrité territoriale de l'État et se donner son propre État. Mais c'est un droit d'association parfois. C'est le droit de s'associer à l'État de son choix et à un État qui existe déjà. On viole l'intégrité du territoire dans lequel on se trouve et cette portion de territoire se trouve associée à un autre État de son choix. Alors, c'est le droit d'association. Mais il y a aussi, je dirais, une troisième façon de manifester un droit à l'autodétermination externe. C'est pour un peuple qui a déjà son État souverain, le droit de l'avoir, son État souverain. On peut avoir un État souverain et ne pas avoir le droit de l'avoir. Si on exerce son droit de l'avoir, à ce moment-là, on est dans une situation d'autodétermination externe. Bien, moi, je voudrais dire qu'il y a une obligation pour les États de reconnaître le droit à l'autodétermination interne des peuples sans État souverain qui se trouvent sur leur territoire. Et j'ai plusieurs arguments à ce sujet, mais je ne donnerai seulement qu'un qui montre le caractère concret de la chose. Même si on peut déclarer sa souveraineté sans reconnaissance internationale, pour exercer vraiment les prérogatives d'un État souverain dans la communauté internationale, en participant à différentes instances internationales, en se joignant à des ententes multilatérales ou bilatérales, en votant aux Nations Unies, etc. Pour exercer ces prérogatives, on a besoin de la reconnaissance internationale de la communauté internationale. La communauté internationale est facilitatrice de l'exercice plein et entier des prérogatives d'un État souverain. Il nous faut cette reconnaissance internationale, c'est admis dans la réalité. Alors je dis qu'il y a d'autant plus l'obligation pour un État souverain, sur le territoire duquel se trouvent des peuples sans État souverain, de les reconnaître et de reconnaître leur droit à l'autodétermination interne sur ce territoire.
bien, est-ce que le Québec a été reconnu dans son droit à l'autodétermination à l'intérieur du Canada? Tout d'abord, je vais énumérer 20 choses qui se sont... Ben, je ne sais pas si on est 20, j'ai plusieurs autres éléments à mentionner. Le Canada aurait dû reconnaître dans sa Constitution l'existence d'un peuple québécois. Il aurait dû reconnaître cette demande du Québec d'avoir un statut particulier dans les années 60 à l'État fédéré du Québec. On aurait dû avoir un régime constitutionnalisé de fédéralisme asymétrique pour le Québec tel que le recommandait la commission Pépin-Roberts en 1978. On aurait dû reconnaître un droit de retrait avec pleine compensation financière sans condition, tel que le demandait le Québec depuis toujours, et tel que le Québec ne l'a pas obtenu quand Lucien Bouchard est sorti de la réunion avec son paletot sur le dos, et les autres étaient en complet cravate, retournaient dans la salle, mais le Québec s'était fait trahir par les autres provinces qui s'étaient mises d'accord avec le Québec pour demander un droit de retrait plein et entier avec compensation financière sans condition et qui ont trahi leur signature. On devrait reconnaître un droit à la pleine maîtrise d'œuvre du Québec en matière de langue, de culture, d'éducation et d'immigration. On devrait reconnaître un droit de contribuer à la nomination des juges. La doctrine Gérin-Lajoie, qui existe de facto, devrait être constitutionnalisée aussi. Là, ce sont toutes des mesures qui devraient apparaître dans la Constitution d'un État souverain qui reconnaît l'exercice et qui facilite l'exercice du droit à l'autodétermination interne. Il aurait fallu résoudre le déséquilibre fiscal amorcé à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, lorsque le gouvernement a décidé de retenir l'impôt qu'il a perçu pour une raison liée à la guerre initialement, mais qu'il a maintenu après. Il aurait fallu exiger d'un individu qu'un individu manifeste des aptitudes à parler français pour devenir un résident permanent canadien sur le territoire du Québec. Donc, il ne faudrait pas la loi sur la citoyenneté actuelle qui dit que vous pouvez devenir un résident canadien sur le territoire du Québec pourvu que vous manifestez des aptitudes à l'une ou l'autre, de telle sorte qu'on peut manifester seulement des aptitudes à parler anglais et devenir citoyen canadien. Il aurait fallu exiger que le Québec puisse s'affranchir du pouvoir monarchique. Exiger que tout développement économique fédéral ne puisse se faire sur le territoire québécois sans l'accord libre, préalable et informé du peuple québécois et des peuples autochtones. Là, ici, je prends des clauses de la Déclaration sur les droits des peuples autochtones et je les applique au Québec. Le Québec devrait avoir ce droit aussi. Il aurait fallu amender la Constitution canadienne pour qu'elle reconnaisse éventuellement une Constitution québécoise. Non seulement le Canada n'a pas fait certaines de ces choses, ou toutes ces choses, il a fait des choses que j'appelle des coups de force. Et c'est un truc qui arrive à tous les 5 ans. Parce que ça se fait par petites doses. Hypocrite. L'intrusion dans les compétences des provinces. André Lajoie a montré que ça a commencé au début du 20e siècle. La crise de la conscription. Le déséquilibre fiscal que je viens de mentionner, qui a été initié à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. L'ouverture de la voie maritime jusqu'à Windsor, qui a nuit au port de Montréal. C'est des choses que vous connaissez toutes. La ligne, mais que les jeunes connaissent moins. La ligne Borden en matière de pétrochimie qui interdisait au Québec d'aller vendre de la pétrochimie au-delà d'une frontière en Ontario. Le parc d'automobiles qui a été la vache à lait de l'économie ontarienne et nous n'avons récolté que des miettes. Les dépenses en recherche et développement qui étaient surtout centrées en Ontario et moins au Québec. Les dépenses dans les biens et services, même chose. La politique de multiculturalisme qui fait que le Québec n'est qu'un élément dans la mosaïque canadienne. La loi sur les mesures de guerre. Là, ça en fait 10, je pense. J'en ai 10 autres. Le rapatriement de la Constitution. La bourse de Toronto. L'aéroport Pearson. Le rejet de l'accord du Lac-Meach. Le scandale des commandites.
L'envahissement dans le secteur de l'éducation supérieure, j'en ai fait état en long et en large dans mon livre « Une idée de l'université ». L'entente cadre sur l'union sociale, il y a un magnifique ouvrage collectif dirigé par Alain Gagnon sur le sujet. Je pense que Pierre a beaucoup écrit là-dessus aussi. La Commission des valeurs mobilières pan-canadiennes et plus récemment, la politique d'augmentation de l'immigration. On est passé de 250 000 nouveaux résidents permanents par année au Canada à 500 000. On a ouvert les valves contre des gens détenant des permis de résidence temporaire, étudiants ou travailleurs. On est allé recruter parmi les étudiants détenant des permis temporaires, les étudiants qui faisaient, les 3/4 des étudiants qui faisaient des demandes à partir de l'Inde, surtout des anglophones. Et on a rejeté à 75% les demandes de permis d'études temporaires de la plupart des étudiants provenant de l'Afrique, alors qu'ils sont surtout francophones. Pour moi, ça, c'est une construction nationale qui prend carrément la forme d'un coup de force. Parce que 90%, selon Pierre Fortin, des nouveaux résidents permanents ont été recrutés parmi les résidents temporaires. Et ils n'ont pas passé par le filtre imposé par l'entente Colline-Couture sur l'immigration qui accordait des points à la maîtrise de la langue française. Donc pour moi, c'est du nationalisme total, ça. La construction de pipelines et de gazoducs dans l'intérêt national, on avait tassé GNL et Énergie Est, mais ils vont revenir par la porte d'en arrière. C'est écrit dans le ciel, et ce sera le prochain coup de force. Nous subissons à tous les 4-5 ans un coup de force de ce genre. Bien, je pense que parmi les différents exercices possibles du droit à l'autodétermination interne, il y a le droit de se doter de sa propre constitution. Le peuple québécois, en tant que société disposant d'un gouvernement autonome non souverain, a un droit inhérent à l'autodétermination interne. Il a notamment le droit de se doter de sa propre constitution. Ce droit m'apparaît particulièrement important dans le contexte actuel dans lequel nous nous trouvons, parce que le Québec est engagé, me semble-t-il, dans la longue et lente gestation de sa propre constitution. Il dispose maintenant de chartes quasi-constitutionnelles, la Charte des droits et libertés de la personne, la Charte de la langue française, la Charte de la laïcité. Il nous faudrait une Charte de l'environnement dans laquelle il serait affirmé notamment qu'on ne peut pas imposer un développement économique sur le territoire du Québec sans l'assentiment, le consentement préalable, libre et informé de la population. On pourrait enchasser, bien sûr, la loi 99 portant justement sur les prérogatives du peuple du Québec et de l'État québécois qui a passé tous les filtres de la révision judiciaire. On pourrait incorporer, c'est une matière à débat, une loi sur l'interculturalisme. On pourrait incorporer, à mon sens, une loi incorporant la déclaration sur les droits des peuples autochtones et constitutionnaliser cette déclaration. Le Canada n'en a fait qu'une loi, la Colombie-Britannique aussi. Il me semble qu'on devrait mettre ça dans la Constitution pour créer une entente avec les peuples autochtones. Bien, en 1995, j'ai édité un recueil chez Bellarmine intitulé « Une nation peut-elle se donner la Constitution de son choix ». C'est en février 1995, quelques mois avant la création des GIPSO. 30 ans plus tard, j'ose croire que tout le monde est d'accord pour dire que le Québec a ce droit. Bien, il nous reste maintenant à passer à l'action. Merci. Michel, est-ce que tu es disposé à répondre à des questions? Bien sûr, d'autant plus que je n'ai fait que 38 minutes, 20 secondes. Il reste 40 secondes. Bon, alors, des questions pour Michel? Merci, bravo pour cette conférence inspirante et surtout de façon structurée, de façon excellente.
J'avais, quand je t'écoutais parler, une question qui me trottait dans la tête, parce qu'il me semble que tu mets de côté un aspect très important du droit international à l'autodétermination et à la souveraineté. C'est le droit d'un État de protéger son intégrité. Territorial? Territorial Oui. et On a indépendance politique. son indépendance, etc. Donc, mais bon, ce droit-là, ce droit international, il est reconnu, il est appliqué. Et je pense que tout ce que tu décris concernant le Canada peut être justifié dans le cadre de ce droit à défendre son intégrité. L'État canadien fait tout ça parce qu'il refuse carrément de reconnaître l'existence du peuple québécois, mais de son indépendance politique aussi, parce que ça met en cause son intégrité. Voilà. C'était une question qui m'a surlupiné pendant que tu parlais. Oui. Au fond, je m'adresse à cette question aussi parce que j'essaie, bien sûr c'est sur le plan normatif, mais ça on se rapporte à la déclaration sur les relations amicales entre États. Il est dit dans un passage crucial souvent cité qu'on ne peut pas violer l'intégrité territoriale d'un État qui respecterait l'autodétermination de ses peuples. Et alors on peut utiliser ça, certains juristes l'ont fait, pour montrer que sans la reconnaissance du droit à l'autodétermination, eh bien, à ce moment-là, on aurait le droit de faire la sécession. C'est matière à débat. Par exemple, on a raison de dire, ben, c'est peut-être l'intrusion d'un État autre qui est en question. Quand on dit qu'on ne doit pas empêcher, un État doit respecter l'autodétermination interne et on ne doit pas intervenir là-dedans. On peut penser que c'est un État externe, mais c'est aussi, bien sûr, à l'intérieur, me semble-t-il, en même temps. Le peuple, s'il est reconnu dans son droit à l'autodétermination, ben là, c'est vrai, selon cette perspective-là, qui était vrai une perspective nouvelle. Mais je dirais, et c'est là peut-être que je trahis mon côté philosophe, l'idéal d'une époque est le sens commun du siècle suivant, disait Lao Tzu, je ne sais pas quoi. Alors, on peut lutter, parce que le droit, ce n'est pas une chose figée, c'est une chose qui peut évoluer. Et on peut lutter pour faire passer faire passer cette idée qu'un État a l'obligation de respecter le droit à l'autodétermination interne, sans quoi son intégrité territoriale est remise en cause. Moi, c'est la stratégie que je veux défendre. Je reconnais cependant, et dans mon livre, je discute de plein d'autres théories de la sécession, et on pourrait bien sûr penser qu'on va adopter une théorie de la sécession où on place devant les faits la situation. Tu sais, on contrôle notre territoire et ce faisant, la communauté internationale, en vertu de cette conception, va finir par nous reconnaître. On peut penser ces choses-là, mais moi je lutte sur un autre terrain. On peut lutter sur différents terrains et le mien, qui trahit mes propensions philosophiques normatives, c'est de lutter sur une interprétation du droit international qui place une obligation au respect de l'autodétermination interne. Et la Déclaration sur les droits des peuples autochtones fixe un ensemble d'obligations. Et ça peut être pris de différentes façons. Le Canada s'est arrangé pour en faire une simple loi soumise à l'article 35 et à l'article 2 de la loi C-15, il est dit qu'il ne faut pas porter atteinte à l'article 35. Donc, les fameux traités signés, numérotés dans les années 1870, parallèlement à la création de la loi sur les Indiens, ont-ils été adoptés dans le respect du consentement libre, préalable et informé des peuples autochtones? Poser la question, c'est y répondre. Ce serait une vaste boîte de Pandore qui serait mise à la face du monde entier pour voir l'intransigeance de l'État canadien par rapport aux Autochtones. Et c'est pour colmater ces brèches qu'on dit « touchez pas » aux traités déjà existants. Ça, c'est Russell Diabo
de Kanawake qui m'a dit c'est une erreur majeure que les peuples autochtones aient laissé passer la déclaration sous la forme d'une simple loi soumise à l'article 35. C'est vraiment scandaleux que les choses sont allées de cette façon-là. Si on l'avait incorporé à la Constitution, ça mettait le Canada beaucoup plus clairement en face des obligations. Donc, on voit que c'est possible. Je recommande que le Québec le fasse. Et si je peux me permettre une petite note, tu sais que depuis l'avis sur le Kosovo, où la Cour internationale de justice, très majoritairement, 10 juges sur 14 ont dit le principe de l'intégrité territoriale ne s'applique que dans les relations interétatiques entre les États. Michel y a fait allusion. Alors aujourd'hui, en tout cas, moi je le dis et je le répète, au Canada, ils ne peuvent même plus invoquer le principe d'intégrité territoriale pour s'objecter à une demande de sécession du Québec ou d'autres pays. Ce n'est plus un argument depuis un avis de la Cour internationale de justice qui a dit que ça s'applique à la France qui interviendrait dans les affaires intérieures de l'Espagne en favorisant la sécession du Pays basque ou de la Catalogne. Alors, tu vois, regarde, même ça, aujourd'hui, on a des arguments assez solides en droit national pour dire votre argument d'intégrité territoriale, là, il ne marche plus. Il ne marche plus. Et la Cour suprême du Canada l'a invoqué dans le renvoi sur la sécession. Il ne pourrait plus le faire maintenant si on devait recommencer. D'autres questions? Oui? Allez-y, André Dupont. André Dupont, ex-traducteur, réviseur à la Chambre des communes, quartier général de la dépense nationale. Quand Trudeau, père et fils, invoque le multiculturalisme, moi, je me suis toujours posé une question qu'aucun journaliste n'est allé pu la poser. Est-ce qu'il existe une nation canadienne? Moi, j'aurais bien aimé voir la réponse, la réaction des deux Trudeau, et puis la réaction des Anglais à leur réaction. Dans le livre du père Trudeau, sur la nation canadienne-française, il a une interprétation tribale. L'expression tribale est dans le texte. Alors pour lui, c'est du tribalisme. Le fils, au New York Times, dit que le Canada, c'est le premier État post-national. Et là, moi, je pense que je le dis dans mon livre, que je vais croire au Canada post-national quand le National Post va inverser le titre du journal. C'est The National. Et là, les chefs d'État, et Carney en tête, c'est l'intérêt national qui exige la construction de gazoducs et de pipines. Trudeau, fils, a aussi évoqué l'intérêt national pour enfoncer dans la gorge aux Wet'suwet'en, au peuple Wet'suwet'en, alors que les chefs de clan les 5 chefs de clan étaient contre la construction d'un pipeline et d'un gazoduc sur leur territoire. Il leur a dit que c'est dans l'intérêt national. Fait que le post-national n'existe pas vraiment. Et donc, il est aussi un nationaliste canadien. Et là aussi, je dirais qu'il y a de l'hypocrisie. Parce qu'on flash le multiculturalisme, mais en même temps, il y a une loi de la citoyenneté, il y a un État souverain, il y a une constitution, il y a des obligations pour devenir citoyen, et il y a l'anglais comme force économique majeure d'intégration. Et toutes ces forces-là, c'est des forces centripètes qui viennent compenser largement les forces centrifuges qui se révèlent à travers la politique de multiculturalisme. Donc, on ouvre grand mais c'est un peu aussi comme l'Allemagne qui accueille beaucoup de Syriens. Ils ont besoin de main-d'œuvre. Le Canada veut grossir, c'est du nation building. Alors, on les attire par la politique de multiculturalisme. Donc, il y a, là encore, c'est enregistré, hein? Oui. OK, c'est correct. Envoyez ça, je sais pas, aux journaux. Donc, il y a là beaucoup d'hypocrisie, parce que c'est de la construction nationale, c'est du nationalisme canadien. Mais... Bien.
D'autres questions? Moi, j'en ai une pour toi. Tu sais, différence entre société distincte et une nation québécoise. Parce que moi, je me rappelle, un jour, on m'a demandé, c'est Bernard Landry, qui était ministre des Relations extérieures, qui me demande, faut-tu faire une petite recherche là, sur c'est quoi la différence entre une société distincte et la nation québécoise? Parce que la notion de société distincte devenait tu sais, un vocable populaire utilisé dans les résolutions de l'Assemblée, puis qui se retrouve plus tard dans l'accord Beach, Charlottetown. Puis moi, je l'ai écrit l'opinion à Yves Martin pour le demander. Je dis, j'aime pas tellement ça, le mot société distincte, parce que le droit à l'autodétermination des peuples il est accordé aux peuples et pas à des sociétés distinctes. Si vous voulez faire référence au national pour justifier votre droit à l'autodétermination interne, externe, il faut que vous dénommiez, il faut que vous choisissiez une appellation qui va vous permettre d'invoquer ce droit-là. Mais nation et société, parce que tu dis finalement qu'une nation, c'est aussi une société organisationnelle. Comment réconcilier? Oui. Bien, au fond, là, il y a un peu les éléments de réponse dans l'exposé que je viens de faire parce que j'ai pensé qu'effectivement, adoptant la stratégie que je proposais, on pouvait dire, mais dis-moi pas que Seymour est pour la société distincte. Hey, quand est arrivée cette histoire de société distincte, j'ai failli germer. Je trouve que c'est une dilution de nos revendications nationales fondamentales. Et quand je suis revenu de UCLA en séjour à Montréal en 1990, en juin, et que j'ouvre la télé et que je vois Bourassa faire sa déclaration après l'échec de l'accord du Lac-Meach, j'étais totalement heureux parce que c'était une version totalement diluée, effectivement, de ce qu'est un peuple. Moi, je dis que pour clarifier la notion de peuple qui reste, on peut invoquer sa dimension strictement politique, et le mot que j'emploie, c'est le mot société. Mais tout de suite, ça doit être une société qui est nationale. Donc, c'est un peuple qui a une identité institutionnelle nationale. Et c'est juste une élucidation. C'est pas que désormais, vous pouvez laisser faire le mot peuple, on va avoir juste société. Non. C'est une élucidation de la notion de peuple qui prend la forme tout d'abord de société. Donc, ça évacue plein d'objections qui disent hey, c'est problématique des organismes collectifs, des entités collectives comme ça. On évacue toutes ces questions-là. On ne se prononce pas sur ce qu'est en soi, tel qu'il se présente dans l'espace politique. Ça prend la forme de société. Mais c'est des sociétés nationales et c'est une élucidation de ce qu'est le peuple. Donc, la notion de peuple demeure. Et c'est pourquoi, moi, je suis arrivé à dire, mais qu'est-ce qui fait que c'est une société nationale? Bien, c'est un artefact culturel qui prend la forme d'un certain nombre de traits et de variations de ces différents traits selon le type de peuple auquel on a affaire. Mais c'est très important que tu me fasses cette remarque-là parce que c'est une chose de définir un peuple ou tu sais, par exemple, quand on définit pour les peuples autochtones ce que serait le droit ancestral, bien, pour certains, c'est traduit par l'extinction du droit ancestral. Pour d'autres, on peut dire, il y a le droit ancestral, mais on va le définir une fois pour toutes. Mais il faudrait pas penser les choses comme ça. Sur le mode d'une élucidation, on peut dire, pour le moment, dans le contexte actuel, voici comment on élucide la notion de droit ancestral, puis la notion de demeure. Bien, c'est un peu comme ça. Mes 7 définitions ne sont que des élucidations des différentes sortes de peuples. Et le mot société sert juste à élucider ce qu'est un peuple, et non à extraire ce mot-là au profit du simple mot société. Donc, c'est le statut d'élucidation qu'il faut admettre dans mon approche, et sans quoi, effectivement, ça donnerait lieu à une interprétation bourrassienne qui est très loin de ce que je veux défendre. Très bien. Tu avais identifié, oui. Oui. Merci pour votre synthèse qui était incroyable. Laurent Desbois, fier québécois, d'origine acadienne, ex-francophone hors Québec, et aussi un autochtone aux yeux bleus et aux cheveux blonds. Je n'ai pas de conflit avec toutes ces définitions-là et je les possède tous. Maintenant, ma question, où je n'ai jamais eu de réponse,
quand vous avez parlé, puis corrigez-moi, c'était très complexe pour moi. Les États-Unis ont une définition plutôt basée sur la race. Ou en tout cas, c'est compris un peu leur définition. Là, la question maintenant, c'est, moi, autochtone aux yeux bleus et aux cheveux blonds, l'expression avec laquelle j'ai de la misère, c'est l'expression racisé. Et la question, c'est, suis-je racisé? C'est moi qui dois répondre à ça. Donc, je vais commencer par un détour, puis je vais dire que non, pour les États-Unis, non. Les États-Unis prétendent qu'il y a des gens de différentes races, mais au sens de différentes origines ethniques, plutôt. Donc, c'est pas une race pour les États-Unis. Cependant, il y a des mouvements aux États-Unis en faveur du suprémacisme blanc et des mouvements contre le suprémacisme blanc. Et ce que je dis, c'est que les problématiques nationales, les relations des États-Unis avec les autres, sont toutes pensées en termes de racialisme. Les États-Unis par rapport à leurs problèmes noirs, les États-Unis par rapport aux Latinos, par rapport aux Asiatiques, par rapport aux musulmans, tout ça est pensé en termes de racisation. Alors, je pense qu'on peut dire, si j'ose m'aventurer dans une réponse, parce que pendant que je répondais et je disais n'importe quoi, je réfléchissais à la réponse que je devais donner. Il n'y a pas de race, alors, s'il n'y a pas de race, il n'y a que des personnes racisées. Mais il y a des identités quand même. Avoir une identité acadienne, une identité autochtone et une identité québécoise, et donc des identités multiples, ce n'est pas avoir plusieurs races, c'est avoir plusieurs origines ethniques, mais ce n'est pas nécessairement une race. Et donc, on tasse les races et qu'on reconnaît que les races n'existent pas. Si vous demandez si vous êtes racisé, je ne sais pas si on vous a racisé, mais je sais qu'en rapport avec la race, il y a surtout le phénomène de raciser les autres. Pour ce qui est de votre identité multiple, elle peut être accueillie favorablement et il est nécessaire qu'elle le soit, à mon sens, pour respecter votre identité et votre identité multiple. Et c'est pas vous reconnaître dans différentes races. Parce que les races n'existent pas. C'est juste des origines ethniques diverses que vous pouvez avoir et que vous portez en vous fièrement. Daniel, Est-ce qu'on pourrait dire que... Attends une minute, Philippe. Daniel, Tosha. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a une race humaine... Philippe, attends. Daniel, Tosha, et après toi. Merci des clarifications que vous avez apportées là. Et je voulais revenir sur la question du moment où une constitution québécoise doit être définie et adoptée. Moi, je suis opposée au fait qu'on se lance dans une pratique comme ça avant l'indépendance. Ça a deux défauts. Premièrement, ça donne l'illusion que ça y est, on est arrivé, c'est écrit, c'est voté. Ottawa semble ne pas se fâcher. Ça va plutôt bien. Alors, on n'a plus besoin de travailler l'indépendance, au fond, elle serait inutile. Il y a une illusion comme ça dans l'idée de l'adoption d'une constitution avant l'indépendance, à mon avis. Et donc, ça, c'est un des aspects. Oui. Et donc, je voudrais votre avis sur cette question, le poids des débats. On peut dire que j'aime limiter à ça. Mais c'est une très bonne question qui me place en situation délicate. C'est vrai que j'aurais tendance à militer en ce sens-là, c'est-à-dire l'adoption d'une constitution avant. Pourquoi? Ça ne répondra pas à tout, parce que l'objection que vous soulevez, elle est capitale et majeure, et c'est pas dans 5 minutes que je peux répondre à une chose comme ça. C'est très grave comme objection et très pertinent. Je pense aux 11 peuples autochtones. Imaginez qu'on s'engage dans la souveraineté, puis on devient un État souverain, puis après ça, on accepte de se doter d'une constitution.
avant qu'on l'ait adopté, cette Constitution, l'État souverain du Québec risquerait, me semble-t-il, d'être en face de réactions majeures de la part de plusieurs des 11 peuples autochtones qui auraient déjà rapidement voté pour s'exclure de ça parce qu'on ne respecte pas leur propre droit à l'autodétermination. Alors, pour les peuples autochtones, peut-être qu'au fond, qu'on peut trouver une solution mitoyenne. La Constitution, ça vient après la souveraineté, mais pour les peuples autochtones, un engagement à dire que la déclaration va en faire partie. On est en retard par rapport au Canada qui en a fait une loi, mais on va en faire, nous, un principe constitutionnel. On les d'avance. On va au-devant parce qu'on veut rétablir les ponts avec les peuples autochtones. Alors, peut-être que cette réponse que je viens de vous donner, elle me vient à l'improviste parce que vous avez tellement bien articulé l'objection que je sais que, et que moi, je défends plutôt l'idée de développer une constitution avant la souveraineté, que je me retrouve un peu critiqué. Mais la raison pour laquelle je suis motivé à faire ça, c'est parce que je veux donner des assurances constitutionnelles au peuple autochtone. L'autre élément de réponse, c'est que je pense que si on se donne une constitution interne, avec certains des principes que j'ai évoqués ici, le Canada ne va pas accepter ça. On va mettre en évidence les contradictions du système. Puis on ne se donne pas une constitution pour mettre en évidence les contradictions du système. On se donne une constitution parce qu'on veut avoir ça pour l'ensemble des citoyens du Québec. Mais si on fait ça, puis qu'on le fait sérieusement, ce travail, on obtient des tonnes de principes qui vont à l'encontre de l'ordre constitutionnel canadien. Ça ne va pas passer comme une note à la poste. Ça va mettre en évidence les contradictions. Et tous nos citoyens qui sont plutôt fédéralistes et qui prennent le Canada de manière fataliste vont tous réagir. Et là, ici, il y a le modèle catalan. Ils ont adopté des nouveaux statuts en 2006. Ça a été voté par référendum en Catalogne, et même les Cortés ont approuvé au départ. Et c'est le Parti populaire qui est venu foutre le bordel dans la baraque. Et ça n'a pas fonctionné. Et alors, Jordi Pujol, le Robert Bourassa catalan, est devenu souverainiste. Merci beaucoup. En tout cas, Daniel, on va avoir des grandes discussions, si vous voulez. Moi je suis pour une constitution québécoise avant l'accession à la souveraineté. Jacques-Yvan Morin, là, on ne peut pas dire qu'il n'était pas un indépendantiste, lui non plus, aussi était favorable à ça. On est plusieurs. On va continuer la discussion au vin de l'amitié. Mon frère, Philippe, d'ailleurs, je remercie le soutien familial, parce que mes deux frères sont là. Louis et Andrea Audet, ma belle-sœur. Mais Philippe, tu as une question pour Michel? Oui, alors... une race humaine? Certains prétendent qu'il y a deux races. Il y a la race humaine et la race animale. En tant que philosophe, qu'est-ce que vous répondez? Ça pourrait être des débats très longs, mais il y a beaucoup de gens qui prétendent ça. Mais peut-être qu'il faut regarder les épisodes de Race de Monde, je ne sais pas. J'avoue mon malaise, parce qu'habituellement, le concept de race est lié à la couleur de l'épiderme des individus. Si on veut avoir un concept de race qui englobe tout, ça ne me dérange pas trop. D'ailleurs, pour moi, les animaux, nous sommes des animaux, nous sommes des animaux humains, mais il y a de telles choses que les personnes animales, à mon avis. Donc, je voudrais plutôt lisser les relations entre ce que vous appelez les deux races, plutôt que d'imposer un fossé entre les deux. Donc, on admet des personnes morales pour des entités abstraites institutionnelles. Pourquoi on n'admettrait pas le statut de personne animale à des êtres sensibles? Hein? J'ai milité avec différentes personnes pour que le Code civil soit modifié en conséquence. Donc, pour moi, les races, c'est lié historiquement à la couleur des épidermes. Et ça n'existe pas. Parce que c'est une question difficile, et quand moi j'ai dit dans un des derniers cours à l'Université de Montréal que nous étions tous de la même race, de la race humaine, je vous dis que je me suis fait comme vraiment attaqué par une de mes étudiantes. Au sens de Gilles Vigneault. Oui, c'est pas vrai. Alors, André a une question.
Et on va bientôt terminer, n'est-ce pas, Julie? Je pense qu'il est l'heure de mettre fin presque à notre échange. Deux courts commentaires auxquels vous voudrez peut-être réagir. Le premier, c'est que, selon la Cour suprême, on renvoie sur la sécession. Ce ne sont pas les peuples qui peuvent faire sécession au Canada, ce sont les provinces. C'est ce qui fait qu'en Alberta, il y a des gens qui veulent tenir un référendum sur la souveraineté, mais ils ne prétendent pas former une nation ou un peuple distinct du peuple canadien. Et la base, on va appeler ça un droit d'autodétermination dans ce cas-là, mais le droit de se retirer, de tenir un référendum, à tout le moins, serait le fédéralisme. Deuxième commentaire. Pour ce qui est de la Déclaration des Nations Unies sur les peuples autochtones incorporée au droit canadien, elle reconnaît aux peuples autochtones le droit à l'autodétermination. Dans deux de ces articles, mais un droit à l'autodétermination balisé par l'article 46, son dernier article, qui dit qu'il n'y a rien dans la déclaration qui peut servir à remettre en question l'intégrité territoriale d'un État souverain. Là, la notion d'intégrité territoriale revient par en arrière, du moins pour ce qui est des peuples autochtones. Mais comme le Canada ne reconnaît pas le peuple québécois ni son droit à l'autodétermination, ben, il n'y a pas non plus limité ce droit pour respecter l'intégrité territoriale du Canada. Oui. Oui, bien là, je dois répondre à M. Binette. Alors, je rends les armes d'emblée, c'est-à-dire, vous avez une connaissance beaucoup plus grande que moi des documents constitutionnels, d'une part, et d'autre part, je dirais, j'en profite pour souligner l'importance de votre travail à l'égard des peuples autochtones. C'est extrêmement précieux pour le mouvement souverainiste d'avoir quelqu'un comme vous qui défend cette ouverture aux peuples autochtones, donc je salue. Je pense qu'effectivement, pour moi, quand la Cour suprême ne reconnaît qu'un droit de sécession aux provinces, c'est encore une façon de manifester l'égalité des 10 provinces. Vous avez tous la même chose. Donc, c'est une façon, au fond, on pourrait dire, de nier l'existence d'une nation québécoise. En fait, je pense qu'on dit aussi, on n'a pas besoin de l'invoquer, la nation québécoise. Le Québec a plusieurs des traits qu'on pourrait associer à une nation, mais on n'a même pas besoin d'invoquer ça parce qu'on est prêt à reconnaître qu'une province peut faire sécession. Mais de toute façon, même si on le reconnaissait, ils vont dire dans le renvoi que le Québec a clairement un droit à l'autodétermination parce que le droit à l'autodétermination interne qu'il a, il est parfaitement reconnu. Parce qu'ils reconnaissent qu'on pourrait admettre, peut-être, c'est argumenté par certains juristes, que si on nie l'autodétermination interne, à ce moment-là, il y a un droit de sécession. C'est une des conditions qu'ils considèrent, puis ils veulent retourner toutes les pierres, donc ils examinent effectivement le cas où on refuserait l'autodétermination. Et dans l'hypothèse où on veut parler du peuple québécois et de son droit à l'autodétermination, examinons ça. Mais même si on admettait ça, le Québec, il s'autodétermine. Il a envoyé régulièrement à Ottawa des gens de son propre peuple qu'il a élus. Hein? Pierre-Éliott Trudeau, Jean Chrétien, Justin Trudeau. On peut s'autodéterminer à l'interne. On a voté pour des gens pour nous représenter. Ils ont une conception totalement étriquée de l'autodétermination interne qui est absolument, à mon avis, indéfendable. Et d'une part, puis donc, je pense que sur ce point-là, moi encore là, bien sûr, là, j'affronte la Cour suprême du Canada, mais avec tous, avec tout le monde, là. Et je suis en désaccord. L'autre point, rappelez-moi brièvement, je voulais juste te dire quelque chose. Sur les peuples autochtones qui reconnaît un droit à l'autodétermination balisé et qui ne permet pas aux peuples autochtones d'invoquer le droit Ah oui, OK. Pour remettre en cause Oui. Oui, l'article 46 de la Déclaration dit « Rien dans ce qui précède nous permet de justifier un droit à l'autodétermination externe. » Ça revient en gros à ça.
Mais rien ne l'interdit non plus. Là, on est dans la zone où, à l'extérieur du droit, comme pour n'importe quel autre peuple, on peut se retrouver en face d'une sécession imposée de facto. Alors, je pense que faire ça pour les peuples autochtones, ce ne sera pas une sécession dans la plupart des cas, ce sera un droit d'association. C'est pas du tout quelque chose qui est prévu dans les 46 articles de la Déclaration. Et le 46e dit on ne peut pas, sur la base de ce qui précède, inférer un droit de ce genre, mais on ne peut pas l'empêcher non plus. On est à l'extérieur du droit. Je pense que ce qui vaut pour tous les peuples vaut aussi pour les peuples autochtones. C'est pourquoi, moi, je veux prendre au sérieux la reconnaissance des 11 peuples autochtones, parce que même si la plupart d'entre eux ne peuvent pas se doter de leur propre État, ils peuvent s'associer à l'État de leur choix. Et ça, c'est une menace pour le Québec, si le Québec ne fait pas ce qu'il faut, ce qu'il doit, les reconnaître dans leur statut à l'intérieur du territoire québécois. Puis le renvoi sur la sécession, en fait, je connais plus que vous pour l'avoir plaidé, d'avoir beaucoup influencé son contenu de toi et M. Jolicoeur. C'est intéressant parce qu'ils ont rejeté l'argument voulant que rapatrier unilatéralement la Constitution du Québec n'était pas une violation de notre droit à l'autodétermination interne. Vous imaginez, rapatrier sans consentement, c'est pas une violation de notre droit. Ils ont rejeté cet argument-là qui a été présenté. Et là, juste quand même, pour vous dire que c'est pas fini, hein, puis Alexis va être content que j'en parle. Vous savez qu'on est aux Nations Unies, là. Droit collectif Québec, là, on a pris un recours devant la Cour supérieure disant vous avez violé notre droit d'autodétermination interne en rapatriant la Constitution. On veut faire déclarer inconstitutionnel tout le rapatriement, tous les instruments juridiques qui ont donné lieu au rapatriement, y compris la proclamation d'entrée en vigueur de la loi constitutionnelle de 1982 et la charte qui est inclue. Puis là, la Cour supérieure a rejeté notre demande sans examiner le fond. Ils ont refusé. Il y a une requête pour rejet, c'est trop tard. Il y a toutes sortes d'arguments qui ont été présentés pour dire que non. Et le juge de la Cour supérieure a accepté ça. Une juge de la Cour d'appel a refusé notre demande d'autorisation à la Cour d'appel. Et on est allé dans la Cour suprême. La Cour suprême a refusé notre demande d'autorisation. On est aux Nations Unies maintenant. On a déposé une communication pour essayer d'amener le Comité des droits de l'homme à déclarer que le rapatriement unilatéral est une violation du droit à l'autodétermination interne du Québec. Puis, il y a des arguments crédibles qui lient une violation de notre droit comme minorité linguistique, interprétée à la lumière de l'article 1 qui reconnaît le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, y compris son droit à l'autodétermination interne. Puis, il y a une constatation qui concerne les Samis, qui nous donne des arguments sérieux, crédibles. Ah, mais qu'est-ce qui va arriver? On va avoir dans quelques années seulement peut-être une décision sur la recevabilité, puis s'ils disent que c'est recevable, là, on va pouvoir aller au fond, plaider au fond et avoir un jour une constatation. Mais c'est très stratégique, là, parce que l'idée, c'est qu'on veut faire prolonger ce beau débat sur le patrimoine de l'œuvre pour pas qu'on oublie qu'on a rapatrié unilatéralement la Constitution sans le consentement du gouvernement, du Parlement et du peuple du Québec. Juste en complément. Oui, je vais juste en complément de réponse dire que, selon le philosophe James Tully, l'important dans la vie de la Cour suprême, c'est le passage où ils disent que la Constitution, c'est un arbre vivant. Donc, il est flexible et ça sert d'argument pour dire qu'ils sont ouverts à l'autodétermination. C'est un arbre vivant au sens où il se transforme complètement. Mais cet arbre vivant, si on a dit, nous, parce qu'ils veulent nier le fait que c'est une prison, qu'on ait pris... Camisole de force. Camisole de force, c'est ça que je cherchais comme expression. Ils veulent nier, on n'est pas dans une camisole de force, on est dans un arbre vivant qui se transforme constamment, et c'est ça, au fond, l'ordre constitutionnel de 82. Sauf que dans l'ordre constitutionnel de 82, il y a une formule d'amendement qui fait que
s'il y avait une réforme majeure de la Constitution, ça requerrait l'unanimité des 10 provinces. La commission de force. Et dans la vie de la Cour suprême, il tourne autour du pot. Il dit « Ah, ça, c'est pas justiciable pour le moment de se prononcer sur les éléments de la formule d'amendement qu'on devrait appliquer. » Derrière cette non-justiciabilité provisoire, il y a la camisole de force de la Constitution. Bien. Alors, merci beaucoup pour vos comptes. Merci à Michel. Et j'invite Julie à dire Notre arbre vivant canadien, c'est un frêne. Puis la formule d'amendement, c'est une grille. Alors, c'est la grille du frêne. Chers convives, permettez-moi de remercier chaleureusement Michel Seymour, notre philosophe de la nation, mais également et surtout notre premier président des IPSO, pour cette conférence enlevante à l'occasion de notre 30e anniversaire. Alors, merci infiniment, Michel. Ton exposé a été, encore une fois, fort instructif et a permis aux citoyens québécois que nous sommes de mieux saisir les enjeux liés à la détermination des critères qui déterminent ce qu'est un peuple, mais également de nous rappeler l'importance de militer en vue de l'obtention de notre Constitution québécoise, ou du moins d'en discuter, d'en échanger, échanger à propos de cela, comme premier pas vers l'indépendance, vers notre indépendance nationale. Ta monographie, Nation et autodétermination au 21e siècle, fera partie des lectures estivales, sans être une lecture estivale, mais c'est l'été, alors. Donc, effectivement, Nation et autodétermination au 21e siècle, ça sera lu, en tout cas pour ma part, c'est certain. Merci encore infiniment, Michel, et félicitations. C'était fort intéressant. Je tiens également à remercier le Mouvement national des Québécois, plus particulièrement Frédéric Lapointe, et puis Mme Lisa Leba, l'administratrice ici, qui a été d'une précieuse collaboration dans l'organisation de cet événement. Merci aux collègues du conseil d'administration des IPSO, notamment Pierre Paquette, Guillaume Ringuette, Stéphanie Salagan et notre président, Daniel Turp, pour leur appui et leur détermination afin que l'œuvre des IPSO se poursuive. Et à ce propos, je m'en voudrais de ne pas souligner l'immense contribution aux IPSO de feu Micheline Labelle. Micheline Labelle. Cette éminente anthropologue et sociologue québécoise a porté notre organisation à bout de bras pendant des années. Alors, une pensée spéciale pour Micheline ce soir. Enfin, je remercie Droit collectif pour leur soutien et vous tous et toutes, chers convives, pour votre présence. Et je compte sur vous pour être là à notre prochain rendez-vous, 30 octobre, où ce sera l'occasion de souligner un autre 30e anniversaire. Alors, merci et allons célébrer ensemble avec le vin de l'amitié. Bonne fin de soirée.